Et je propose qu'on ouvre notre première séquence. La communication peut-elle encore quelque chose pour la démocratie? Géopolitique des plateformes et avenir de l'information, tout un programme. Et on a demandé à Gilles Finkelstein, le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, d'introduire cette séquence. Il vient entre autres à nous parler de son dernier livre et le titre nous semblait aller comme un gant à cette table ronde, puisqu'il s'intitule « La démocratie à l'état gazeux ». Bienvenue, Gilles. Alors, bonjour Gilles, on est ravis de te recevoir. Bonjour Mélanie, je suis ravi d'être là. Tu es l'un des meilleurs observateurs de la vie politique, des grands enjeux également qui traversent notre époque. Et ce livre, c'est la réflexion, une réflexion importante sur la vie et même la survie d'ailleurs de notre démocratie. Et pour cela, tu appelles à une prise de conscience. Et tu utilises la métaphore chimique, puisque tu décris la démocratie un peu comme la matière, solide, liquide et gazeux. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette métaphore ? Non. Je vais essayer de le faire en 1 minute 30. Pas mal, parce que j'ai un chrono ici. L'idée n'était pas de trouver une image un peu facile pour décrire simplement le moment présent, qui est le titre du livre « La démocratie à l'état gazeux », mais c'était de proposer une grille de lecture sur 100 ans de démocratie, puisque c'est 1945-2045 que j'essaye de traiter dans cet essai. Et je le fais en dressant le parallèle entre les propriétés de la matière et les propriétés de la démocratie. Pour aller très vite, l'idée que je défends est que nous avons la matière à l'état solide, a une forme, et elle a une forme parce que les particules qui la composent sont fortement reliées entre elles. Eh bien, la démocratie à l'état solide a une forme. Cette forme, pendant longtemps, a été le clivage gauche-droite qui a donné une lisibilité à la démocratie. Et les particules, les citoyens, se reconnaissaient dans ce clivage et leur comportement était marqué par la fidélité. Ça a commencé en 1962 où l'élection du président de la République au suffrage universel direct à 2 tours avec 2 candidats a permis que ce clivage, qui était un clivage idéologique, devienne le clivage électoral structurant. Ça s'est clos en 1992 avec le référendum sur Maastricht où la question européenne est venue traverser la gauche et la droite. Nous sommes entrés dans la 2e phase, la démocratie à l'état liquide. À l'état liquide, la matière n'a plus une forme propre, elle prend la forme du récipient dans lequel elle est. Eh bien, la démocratie à l'état liquide a une forme ambivalente. Elle garde, d'un point de vue électoral, d'un point de vue politique, le clivage gauche-droite comme un clivage structurant, mais ce n'est plus le clivage, ou c'est moins le clivage de la société. Les citoyens ont changé, ils sont devenus plus mobiles. Et nous sommes entrés, je termine par là, depuis 2017, où symboliquement les 2 candidats qualifiés au 2e tour de l'élection présidentielle, l'un comme l'autre, ne se revendiquaient ni de la gauche ni de la droite. Nous sommes entrés dans le 3e état. À l'état gazeux, la matière n'a plus de forme, elle n'a plus de volume. Les particules qui la composent sont moins fortement reliées entre elles. Eh bien, les propriétés de notre démocratie à l'état gazeux, c'est qu'elle est informe, qu'elle est instable et qu'elle est inflammable. Je ne sais pas si j'ai tenu la 1 minute et demie, mais voilà, en gros, la thèse de mon essai. Oui, gazeux, donc démocratie instable, hautement inflammable. Alors, c'est quoi les risques aujourd'hui ? En fait, depuis 2024, nous sommes toujours dans la démocratie à l'état gazeux, mais c'est comme si nous avons changé de gaz. Alors là, il y a sûrement des plus spécialistes de chimie que moi, mais nous étions sur un gaz qui était relativement instable à un gaz qui est devenu très instable, de l'ammoniac à l'hydrogène pour les vrais spécialistes. Ça veut dire que notre démocratie est encore plus informe. On
on aurait pu avoir une forme retrouvée, puisqu'au second tour des élections législatives, vous vous en souvenez, nous avons eu un affrontement entre deux camps, entre le Front républicain et le Rassemblement national, mais ça n'a duré que l'espace d'un dimanche. Elle est plus instable encore parce qu'à l'instabilité du bas, celle que j'évoquais, celle des électeurs, des citoyens, des consommateurs, s'est ajoutée l'instabilité du haut, celle du système politique, et elle est plus inflammable encore parce que la défiance politique, la défiance envers les institutions et notamment envers les institutions nationales est plus forte encore. Les risques, évidemment, il y a un risque pour le pays qu'il soit difficile à gouverner, on le constate chaque semaine. Il y a un risque pour la société quand la défiance est de plus en plus grande et qu'on n'arrive même plus à s'accorder sur les faits. Et puis il y a un risque pour la démocratie elle-même parce que le soutien à la démocratie comme meilleur des systèmes s'érode année après année. C'est vrai en France et c'est vrai dans beaucoup de pays européens. Et cette dissociation de la démocratie, finalement, vous la comparez à un quatrième état de la matière qui s'appelle le plasma. C'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans la foudre ou les éclairs? Alors, c'est pas l'état qui est le plus connu, parce que Non. mes connaissances chimiques étaient assez anciennes et assez lacunaires, mais je pense qu'on avait à peu près tous en tête état solide, état liquide, état gazeux, mais il y a un quatrième état de la matière, qui est l'état plasma, qui est celui qui est le plus répandu dans l'univers, mais qui est moins présent sur Terre, c'est la dissociation complète des atomes. Et donc, c'est cette métaphore que j'ai continué de filer sur la réflexion plus prospective 2025-2045 en essayant de travailler ce que pourrait être ce scénario, à la fois pour la France et pour l'Europe. S'agissant de la France, ce que j'ai essayé de faire, mais je vais aller simplement à la conclusion parce qu'on n'a pas le temps de la démonstration, c'est un teasing habile pour que vous achetiez mon essai. Pour la France, j'ai essayé de regarder ce que seraient les conséquences de l'élection d'un candidat du Rassemblement national à la présidence de la République. Alors, j'ai ni le temps ni le lieu pour le détailler, mais l'état plasma, c'est quelque chose, un état incommensurable, c'est-à-dire quelque chose que nous n'avons jamais connu. Et au moment où on évoque beaucoup la banalisation du Rassemblement national, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas faire un procès d'intention, mais partir de ce que l'on fait trop peu, c'est-à-dire d'analyser les propositions, et les propositions récentes qui sont faites par les partis politiques en général, et par celui-ci en particulier, et de les analyser sur un champ. Il y aurait beaucoup d'autres champs sur lesquels ça pourrait être fait, mais celui de mon essai, qui est quel effet cela aurait pour la démocratie. Et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que quand on regarde les propositions, nous aurions très vite un bras de fer dans les institutions de la République comme on n'en a jamais connu, parce que le président de la République nouvellement élu convoquerait un référendum que le Conseil constitutionnel aurait déclaré non conforme à la Constitution. Et que cette révision de la Constitution serait de la plus grande ampleur que nous avons connue depuis 1958 et qu'elle viendrait mettre en cause des choses qui sont très profondément enracinées dans notre pays. Alors, on peut considérer que c'est salutaire, on peut considérer que c'est regrettable, mais c'est ce en quoi je dis que c'est quelque chose d'incommensurable, que nous entrerions dans un monde que nous ne connaissons pas et que ce serait une des caractéristiques de l'état plasma. Et sur la communication, pour le coup, dans l'éclatement du paysage social et politique, vous dites qu'il y a beaucoup de facteurs convergents et divergents. Enfin, qu'est-ce qui serait attribuable justement à la communication telle qu'elle existe aujourd'hui ? Je pense qu'il caractérise non seulement les citoyens, mais aussi, je le disais tout à l'heure, les consommateurs, c'est que les citoyens et les consommateurs d'aujourd'hui sont très différents de ceux d'il y a 20 ans ou d'il y a 40 ans. Et que le mode de politisation a changé. Là où il y avait un mode de politisation par l'idéologie, on a un mode de politisation par notre biographie. C'est ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous voyons, qui de plus en plus construit notre politisation. Et de ce point de vue-là, le système informationnel dans lequel nous évoluons a un poids qui est de plus en plus considérable. Les chaînes d'information continue, pour prendre ce premier exemple,
ont un effet, je pense qu'on ne mesure pas, c'est que elles introduisent un nouveau clivage entre les Français, en gros les 50% de Français qui s'intéressent à la politique et les 50% de Français qui ne s'y intéressent pas. Ceux qui s'intéressent à la politique sont beaucoup plus informés de la politique aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ils peuvent voir dans les périodes de campagne 1 heure et demie de discours d'un candidat, là où auparavant ils avaient 1 minute dans un journal télévisé. En revanche, les 50% de Français qui ne s'y intéressent pas la voient souvent de moins en moins. Les réseaux sociaux, ils vont être analysés dans la suite de cette table ronde, ils ont un autre effet, c'est qu'ils introduisent un nouveau rapport au temps qui fait que la minute, en tout cas l'heure, devient une nouvelle unité de temps politique et une unité de temps politique qui vient absorber les autres et qui font que il est de plus en plus difficile de se projeter dans le temps. Or, c'est là où la communication a un rôle, une responsabilité. Il y a de la mauvaise communication qui est d'être simplement dans la réaction, dans cette réaction instantanée. La bonne communication, c'est celle qui permet de construire une vision, de construire un imaginaire, et c'est ce en quoi la communication, je crois, a un rôle potentiellement très important. Et dans cet emballement, pour le coup, du temps, il y a évidemment aussi le rôle, on va en parler tout à l'heure, mais des réseaux et des technologies, notamment l'intelligence artificielle, qui aussi démultiplie la rapidité de nos actions et aussi de nos façons de penser. J'ai envie de vous citer une phrase. De plus en plus de nos compatriotes vont aller sur ChatGPT et vont lui demander « Qui dois-je voter ? Que dois-je voter ?» Et moi, je ne sais pas ce que ChatGPT va leur répondre. Ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas les vôtres, ce sont ceux d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Alors, est-ce que l'IA a un rôle à jouer aussi dans cette évolution ? Il y a un bon et un très bon usage possible de l'IA pour la démocratie. On en a, avec la Fondation Jean Jaurès, fait l'expérimentation il y a quelques temps. Vous vous souvenez qu'au moment du mouvement des Gilets jaunes, le président de la République avait lancé un grand débat. Et il y avait eu notamment des centaines de milliers de contributions de citoyens qui avaient été écrites, notamment sur les sites. Or, elles n'avaient pas été analysées. Eh bien, nous sommes associés à une start-up qui utilise l'IA, qui s'appelle Harlequin, avec un chercheur que vous connaissez, qui est... C'est pas les livres non, érotiques, on est d'accord. Pas vraiment. Et c'est pas Bruno Le Maire. Et grâce à l'IA... Je ne dis rien. Et grâce à l'IA, on peut exploiter ces centaines de milliers de contributions, et donc il y a un bon usage de l'IA. Bon, mais ce que j'essaye d'analyser dans la partie la plus prospective, et la plus prospective pas seulement pour la France, la plus prospective pour l'Europe, en partant de ce que sont les grandes tendances dont on est certain qu'elles interviendront dans les 20 prochaines années. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on sait. On sait que la crise climatique dans les 20 prochaines années va s'aggraver. On ne sait pas ce qu'il en sera, où on en sera exactement en 2100, mais on sait à peu près où on en sera en 2045 ou 2050. On sait que l'Europe va affronter un vieillissement démographique sans précédent. On sait qu'il va y avoir un relative stagnation économique par rapport aux autres continents, et l'effet de toutes ces grandes tendances va sans doute être d'affaiblir davantage encore la confiance que nous avons en Europe, dans nos représentants. Or, et c'est là où j'en viens à la question de l'IA, la question que je me suis posée, c'est que dans le même temps, nous allons sans doute avoir de plus en plus de confiance, en tout cas de plus en plus d'usage de l'IA. Et on le voit déjà chaque jour, on le voit dans notre vie personnelle, on confie à l'IA beaucoup de décisions. On le voit dans des domaines de plus en plus divers. Pour ne prendre que ce seul exemple, on sait que le diagnostic médical de l'IA est souvent plus solide que celui des meilleurs médecins. Et on va le voir, du coup, vous pensez en politique. La question, c'est pourquoi, à un moment, ne considérerait-on pas que l'IA est mieux à même de définir une bonne politique publique et que nous déléguerions cette décision plutôt qu'à des représentants en qui nous avons de moins en moins confiance. Donc, non, déjà en Albanie. Et alors,
Évidemment, les choses vont toujours plus vite, puisque depuis que j'ai fini cet essai au mois de septembre, depuis lors, le Premier ministre albanais a confié à une IA le ministère des marchés publics, considérant que l'IA n'était pas sujette à la corruption, à la différence des responsables politiques, mais qui était comme une illustration de ce que nous pourrions vivre ici. Je termine d'un mot. Un mot. Un mot. Je termine d'un mot. Mon livre n'est pas, vous considérez que c'est une alerte, c'est pas du tout un livre de résignation. Je ne considère pas que nous ne puissions rien faire face à ça. Je ne considère pas du tout que l'évolution est une évolution mécanique. Et est-ce que j'ai encore une minute ou pas? 50 secondes. 50 secondes. 50 secondes. Il y a là-dedans une responsabilité des politiques, il y a une responsabilité des entreprises, une responsabilité de la communication et une responsabilité individuelle. Je termine par cette histoire que Al Gore racontait. C'est l'histoire d'un vieux sage et d'un jeune garçon qui est réputé pour son habileté. Et le jeune garçon arrive et il veut piéger le vieux sage. Il arrive avec un petit oiseau qu'il a enserré entre ses doigts. Et il demande au vieux sage, est-ce que cet oiseau est mort ou est-ce qu'il est vivant? Le vieux sage réfléchit et il voit le piège dans lequel essaye de l'enfermer le jeune garçon. Le piège est le suivant, s'il dit l'oiseau est mort, il ouvre les doigts et il le libère. S'il dit il est vivant, il serre les doigts et il le tue. Le vieil homme réfléchit et ça vaut pour la démocratie. Il lui dit, la réponse est entre tes mains. Merci. Merci Gilles. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La démocratie à l'état gazeux. Voilà, une histoire politique 1945-2045. C'est aux éditions Flammarion. On va poursuivre la réflexion du coup que vous avez bien ouverte en se demandant si la communication peut encore quelque chose pour la démocratie dans un monde où finalement l'information se joue autant dans les rédactions que dans les algorithmes. Et je vous demande pour cela d'accueillir la cofondatrice de Compass Label, Agathe Cagé, le directeur général de Reporters sans frontières, Thibaut Brutin, et enfin le directeur du magazine Le Point, Étienne Gernel. Bienvenue à tous les trois. Vous avez donc vos micros, de l'eau. Thibaut Brutin, on peut peut-être commencer avec vous. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée centrale dont vous m'avez parlé quand on parle information et démocratie. Et vous dites, le plus important, c'est la concorde citoyenne. Expliquez-nous ça. Oui, je crois qu'on est dans un moment de notre vie démocratique, en tout cas en Europe occidentale, où on essaie de nous faire des faux choix. Il faudrait choisir entre les élections et l'état de droit, entre le débat public et les élections. Et je crois qu'il est vraiment important de se rappeler, alors évidemment c'est une des missions de Reporters sans frontières, qu'on a besoin de journalisme pour avoir une concorde citoyenne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord sur les faits, et je dis pas qu'il ne faut que les journalistes ne fassent que des faits, ils peuvent faire aussi de l'opinion, du commentaire par-dessus. Mais si vous n'avez pas ce travail sur les faits, eh bien, je crois que vous n'arrivez pas à avoir une conversation publique de qualité. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental de le rappeler et prenons garde à tous ceux qui essayent de vous faire des faux choix. Hannah Arendt disait avec beaucoup de justesse que la conversation publique n'a pas beaucoup d'intérêt si elle n'est pas fondée sur les faits. Elle patine dans le vide et tout devient opinion. Donc je crois que c'est vraiment important de revenir aux fondamentaux du journalisme. Et pour revenir sur ce que disait Mercedes, moi je crois vraiment profondément que, je m'inspire là-dessus de Dominique Volton, que la communication c'est un acte extrêmement sophistiqué. Il faut un locuteur, un récepteur, un message. Et le journalisme, alors ne fait pas partie du champ économique et sectoriel de la communication, mais c'est un acte de communication, c'est très périlleux, c'est très difficile à réussir et je crois qu'il faut saluer le travail des journalistes. Alors, s'accorder sur les faits, oui, sauf que le bon sens ne suffit pas. Ça marche pas? S'accorder sur les faits. S'accorder sur les faits, oui, mais le bon sens ne suffit pas. Il faut du travail, c'est un travail professionnel, le journalisme, et force est de reconnaître que si le journalisme a pu consolider sa valeur ajoutée à l'issue de la Première Guerre mondiale, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, là on est dans un moment de bascule, où notamment l'écosystème de l'information, et notamment l'écosystème digital, lui est profondément défavorable. Très rapidement, et ça vaut ce que vaut, alors Gilles parlait en 90 secondes, voilà, ça vaut ce que vaut un portrait en 90 secondes de l'état du monde de l'information. Mais vous avez un chaos digital qui n'a pas été réglé. Nous n'avons pas de garantie démocratique dans l'espace digital. Ce qui prévaut, c'est surtout les conditions générales d'utilisation. Et Dieu sait que c'est assez faiblard. D'ailleurs, très peu de gens les lisent.
Deuxièmement, vous avez une crise de confiance de nos concitoyens à l'égard de l'information, qui est réelle, qui est profonde, et que l'on voit de plus en plus dans les sondages, et je pense qu'il va falloir qu'on travaille sérieusement cette question-là. Vous avez aussi la mise à bas de l'équilibre économique de l'information qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'une grande partie de la valeur, et je trouve que c'est important qu'on s'en parle ici dans le cadre de cette semaine de la communication, une grande partie de la valeur publicitaire est partie vers d'autres champs que les médias d'information. Vous avez aussi, et il faut le rappeler, une problématique profonde de violence contre les journalistes. Aujourd'hui, on sort le bilan de Reporters sans frontières sur les journalistes tués à travers le monde. 67 professionnels de l'information ont péri au cours des 12 derniers mois. C'est considérable et ça repart à la hausse. Et puis enfin, nous avons des décideurs publics qui font, je crois, un assez mauvais usage de leurs paroles quand il s'agit d'encourager à la fois le travail des journalistes ou la confiance, ne serait-ce que dans l'information véhiculée par les journalistes. Et Donald Trump en est l'exemple principal. Donc prenons garde à ne pas aller vers une direction que je qualifierais la direction américaine, où tout est réduit au champ de l'opinion, le journalisme n'a plus vraiment droit de citer, ne surnage pas dans la vie des concitoyens américains, mais aussi ne surnage pas dans les réseaux sociaux. Il est en plein dévissage et on a besoin, je crois, pour avoir une conversation de qualité, d'avoir du journalisme. Alors d'ailleurs, on va ensuite aller sur ce que vous proposez, du coup, pour améliorer cette confiance. Je vous voyais hocher la tête, mais pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Et Tedjernel, quand Thibaut parlait de la défiance envers le journalisme, notamment. Oui, je me méfie des enquêtes de défiance. Parce que je suis pas sûr qu'elles soient Donc vous-même, vous vous méfiez. Je suis pas sûr qu'elles soient complètement justes. Je pense qu'il y a une défiance globale envers toutes les institutions. C'est général, quand même, globalement. Et que je pense que les sondages de confiance envers le journalisme, d'un autre côté, on est de plus en plus lu. On est aussi de plus en plus attaqué. Et quand on est attaqué, c'est aussi un signe de confiance. Ça prouve qu'on pèse. Ça prouve qu'on existe. Non, mais il faut toujours regarder ça quand on se fait... Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Clémenceau qui disait... j'ai beaucoup d'ennemis, je crois les avoir mérités. Et je crois que ça fait partie du jeu. Donc, en fait, surtout, je m'en méfie pour une raison. Et une raison principale, parce qu'il faut écouter les messages de défiance et les messages, les critiques. C'est très, très important. C'est fondamental. Mais c'est souvent une excuse, un prétexte pour organiser un retour sur des libertés publiques fondamentales et notamment sur la liberté d'expression. Donc je me méfie un tout petit peu de ce présupposé, surtout quand il est évoqué par des politiques. Maintenant, là où je suis entièrement d'accord avec Thibaut, il y a un sujet économique et c'est majeur. Concrètement, aujourd'hui, là, on publie un grand reportage en Ukraine d'un Boris Mabillard qui était sous les drones russes en Ukraine. Ça coûte une fortune. D'abord, il risque sa vie. Et ensuite, ça coûte une fortune. Et aujourd'hui, l'économie telle qu'elle est organisée, c'est un massacre du journalisme qui n'est pas rémunéré. C'est Google qui gagne de l'argent avec, c'est Meta qui gagne de l'argent avec, ça peut être TikTok, etc. Le sujet, et d'ailleurs ça vous concerne tous, parce que c'est un sujet publicitaire, il faut jamais oublier que la presse libre, donc prospère donc libre, elle est née au 19e siècle parce qu'il y avait de la pub dans les journaux. Si on ne met pas de l'ordre là-dedans, si on remet pas les choses ensemble, ça ne va pas. Je le dis toujours et je le répète, dans le J'accuse de Zola, le plus haut fait d'armes de l'histoire de la presse française, en dernière page, il y a de la pub. Le journal coûtait 5 centimes à l'achat, et la ligne de publicité coûtait 1,50 franc. Il y avait une pub pour un élixir assez bizarre d'ailleurs, les docks de Paris. Il y avait des tas de choses. Il y avait le prix de la farine, le marché aux chevaux. Pas de prix de la farine, pas de Zola, pas de pub immobilière, pas de Zola. Il faut jamais oublier ça. La démocratie, c'est le journalisme. Et Thibaut, tu parlais du journalisme. Le journalisme, c'est d'aller voir sur place, en grande partie. C'est le premier instrument de travail du journaliste, c'est ses chaussures. C'est d'aller voir sur place. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et la publicité fait partie de cet équilibre depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est remis en cause. Ce qui est remis en cause, c'est pas seulement ça, c'est le pillage des données par l'IA. Ça, c'est une autre question derrière, par les moteurs d'IA. Mais cette donnée économique fondamentale, il faut s'en occuper et il faut s'en occuper tout de suite. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des droits voisins. Là-dessus, on est d'accord. On n'est pas d'accord sur les labels, mais on est d'accord sur les droits voisins. Et on est d'accord sur la question des plateformes. Et je lâche le micro parce que sinon, j'en ai pour 1 heure. Vous, d'ailleurs, Agathe Cagé, pour le coup, vous questionnez la responsabilité de ceux qui prennent la parole, mais pas seulement sur les plateformes. Pour le coup, votre analyse, elle s'ouvre, elle fait un pas de recul. Ouais, je pense que
on peut regarder ce que font les plateformes, il faut d'abord regarder ce qu'est la qualité du débat public. Et quand je parle de qualité du débat public, on a deux problèmes qui sont des problèmes relativement anciens. Le problème ancien qu'on a, qui a 10 ans, c'est que la part de l'injure, de l'insulte, de la désignation d'ennemis, d'adversaires à combattre, et non plus d'opposants, est devenue majeure dans le débat public. On a un autre problème qui a déjà 10 ans, qui est ce que la philosophe Myriam Revaud-Dallon appelle l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire cette époque dans laquelle on est rentré, qui est une époque dans laquelle la vérité des faits importe très peu, et ce qui compte finalement, c'est la primauté des émotions. Et puis on a un problème encore plus récent dans le débat public, qui est ce que moi j'appelle l'ère de la post-confiance, c'est-à-dire que celles et ceux, notamment les responsables politiques qui prennent des engagements, ne se tiennent absolument plus tenus à aucun moment par les promesses qu'ils ont faites. C'est-à-dire que l'instantanéité et la capacité à entraîner la décision dans l'instant devient le seul paramètre de l'équation. Sur cette base-là, on a un débat public qui devient un débat public extrêmement difficile. Et il y a quelque chose que je trouve relativement intéressant qui est sorti à la fin du mois d'octobre. C'est une grande enquête qui a été conduite par l'Institut GWI, que vous avez tous vu pour les Financial Times, dans 50 pays, 250 000 personnes interrogées, sur la consommation des réseaux sociaux. On a une consommation des réseaux sociaux qui a atteint son pic 2h30 par jour à la fin de l'année 2022. Et là, on a commencé à aller vers une sorte de décroissance de la consommation des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes générations. Pourquoi ? Parce que la promesse des réseaux sociaux initiale, c'était une capacité à faire du lien. Or, les réseaux sociaux tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui et le débat public tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est une pratique qui isole, qui crée la bulle d'isolement au moment même où, j'en suis convaincu, il y a une sorte de fin très fort de nœuds et de la force des nœuds qui est en train de s'exprimer. Et quand on a un débat politique qui est construit sur des stratégies d'hyper-segmentation marketing, on arrive à la situation que Gilles décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire une situation où on est en capacité de gagner une élection, mais au derrière, on n'est pas en capacité de gouverner. Parce que pour être en capacité de gouverner, il faut être en capacité de créer un espace délibératif commun basé sur du lien. Et cet espace délibératif commun basé sur du lien est un espace qui permet de faire émerger un intérêt général. Et j'ai presque envie de dire, dans le monde du business, aujourd'hui, la poule aux œufs d'or, elle s'appelle l'hyper-personnalisation et l'hyper-segmentation marketing. On va chercher de la valeur de ce côté-là, et on va chercher de la valeur de ce côté-là en se disant, plus je vais connaître les données des personnes, leur comportement, puis je vais leur proposer une offre qui va s'adapter à ce qu'elles sont, et donc plus elles vont acheter. Le problème, je vais utiliser un truisme, c'est que l'hyper-segmentation marketing, c'est de l'hyper-segmentation. Donc c'est de la fragmentation. C'est ce qui divise. C'est ce qui sépare les individus. Et je prends le pari ici, d'un point de vue de prospective, à 5 à 7 ans. On va dire, l'hyper-segmentation marketing, c'était saut année 2020. Parce que la création de valeur sera dans la capacité à refaire du lien et à refaire du commun. Et le sujet, c'est pas les plateformes, c'est pas les réseaux sociaux, c'est quel usage on fait de la puissance des algorithmes. On a des outils extrêmement puissants entre nos mains, on s'en sert pour fragmenter, on va dans le mur politiquement, c'est déjà le cas, on va aller dans le mur au niveau du business très rapidement, d'ici la fin de la décennie, on s'en sert pour répondre à une soif de lien, à une soif de commun, et à redonner ce qui était hier au cœur de ce qui était des marques, c'est-à-dire la capacité à proposer un sentiment d'appartenance, un sentiment d'inclusion dans une communauté, un sentiment de se voir proposer pas quelque chose uniquement pour soi-même, mais quelque chose de beaucoup plus large qui permet de m'entraîner, mais d'entraîner un collectif avec moi. Et d'ailleurs, après, on pourra aller sur des exemples que vous pourriez donner de ce qui est positif et ce qui fonctionne. Juste peut-être une réaction à Thibaut Brutin, puis Étienne Jarnel. Moi, je voyage beaucoup. Cette année, j'étais dans plus de 50 pays à travers le monde et je peux vous dire un truc, c'est que les élites mondiales sont toutes abonnées au New York Times, au Washington Post. Tout va très bien. En revanche, l'immense majorité des gens à travers le monde, ils scrollent à l'infini sur Instagram. Ils n'ont plus accès à de l'information. Ils ont perdu le réflexe de payer. Et c'est ce que j'appelle le risque de jazzification du journalisme. Le jazz, c'était la musique régnante dans les années 50. Tout le monde écoutait du jazz. Maintenant, c'est quelques clubs. Maintenant, c'est quelques clubs, des magazines qui tournent, etc. Mais c'est pour un petit nombre de gens.
Et c'est là où je pense qu'il faut prendre garde à ce que le journalisme ne perde pas sa centralité dans le débat public, cette capacité à créer du commun, à créer un discours, un récit sur lequel on peut se positionner pour ou contre, là n'est pas le sujet, mais au moins qu'il y ait une concorde sur les faits, c'est ça qui est en train de disparaître. Donc prenons garde, parce que je pense que la presse survivra toujours. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je vois d'ailleurs qu'il y a des modèles qui existent, qui sont des modèles extrêmement chers, extrêmement onéreux, extrêmement précis, mais ce n'est pas, je dirais, la grande presse telle qu'on l'a connue au XXe siècle, et je pense qu'il y a un risque de bascule. On est en plein dedans, et il faut vraiment faire attention. La publicité a un rôle fondamental en revenant vers ce type de médias d'information qui joue un rôle fondamental dans le débat public. J'ajouterais, je plus sois, et j'ajouterais une chose, il y a des études aux États-Unis qui ont montré, et c'est absolument passionnant, que dans les counties, pour l'élection de la première élection de Trump en 2016, que les counties dans lesquels les journaux locaux avaient disparu ont vu une surperformance de Trump. Et c'est très intéressant de voir ça, c'est qu'effectivement, un journal, quoi qu'on en pense, il peut dire des bêtises, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des horreurs. Dans les médias traditionnels, il peut y avoir des... À la fin, en 1 heure d'erreurs et d'horreurs de tous les médias français mainstream, on va dire, il y en a moins qu'en 1 heure de réseaux sociaux. Donc il faut quand même garder ça en tête. Et puis par ailleurs, Mercedes, tu parlais des valeurs. Tout à l'heure, j'avais noté ça. Et les plateformes aujourd'hui qui existent, sur lesquelles nous sommes, sont pas n'importe quelle plateforme. Ce sont des plateformes qui sont américaines ou qui sont chinoises. Or nous avons en Europe une culture qui est très particulière, qui avait été décrite formidablement bien par George Steiner dans son livre, qui était un discours au départ, Une certaine idée de l'Europe. Il disait: la notion d'Europe réside essentiellement dans les cafés. Les cafés sont lieux de discussion, de complot, le lieu où on est confronté aussi à l'altérité. Et les plateformes aujourd'hui ne fonctionnent pas selon ces valeurs-là. L'une des vraies questions aussi des plateformes, c'est pas seulement de les réguler en se disant elles sont là. Il y a Google, il y a YouTube qui est le premier réseau social du monde, il y a Insta, il y a TikTok, qui est quand même contrôlé par le Parti communiste chinois. Faut quand même pas jamais complètement oublier cette donnée-là. Et il y a une vraie question de droit de la concurrence derrière. C'est-à-dire comment est-ce qu'on casse, dans quel monde on n'accepte pas. Nous avons des règles de concurrence dans les médias. En France, on ne peut pas posséder plus d'un certain pourcentage des journaux. Mais on accepte ces monopoles-là. C'est pas acceptable. Et pourquoi est-ce que nous, on n'a pas des plateformes qui correspondent aussi à nos valeurs, qui sont les valeurs européennes qu'on connaît, de la démocratie sociale, de la démocratie libérale, des sociodémocrates, des chrétiens démocrates, si on veut, mais en tout cas de ce qui fait le cœur de la vie démocratique non populiste en Europe et le cœur de ces valeurs. Ça, ce sont des vraies interrogations qu'il faut voir et pas seulement faire à partir de l'existant, c'est quel paysage on veut et quelle place on veut que ça prenne. On va aller d'ailleurs sur des pistes et des solutions que vous proposez, en tout cas des réflexions autour de justement cette meilleure régulation. Juste pour revenir, Agathe, à cette idée que finalement l'algorithme, les réseaux peuvent aussi aider la démocratie ou à faire du lien. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des exemples de création de startups qui peuvent être plutôt positives? Je ne sais pas trop comment le dire. Créer en tout cas déjà quelque chose de positif. On peut prendre par exemple l'exemple de la start-up française Scale-up, maintenant Bodyguard, qui utilise des algorithmes d'IA pour faire de la modération en direct des débats sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire mettre l'IA au service de la capacité à proposer à ses followers sur les réseaux un débat dans lequel l'insulte, l'injure et les fake news sont bannis a priori grâce à l'utilisation des algorithmes, ce qui est fantastique dans notre utilisation des algorithmes et dans notre pratique des IA génératives. Gilles le disait tout à l'heure, c'est qu'on a absolument tout à inventer. Aujourd'hui, les IA génératives, quand vous parlez du rapport que les jeunes enfants, les élèves et demain les étudiants peuvent avoir avec, ça peut être totalement au service de leur apprentissage. Ça peut être véritablement quelque chose qui peut les rendre extrêmement puissants. Et puis, il peut y avoir un usage qui va les rendre extrêmement dépendants et extrêmement en incapacité à maîtriser les connaissances, et les compétences et l'ensemble de la culture qu'ils devraient maîtriser. Ce qui est assez fantastique dans le moment dans lequel on est, c'est la capacité à décider la direction qu'on veut prendre. Les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux chinois posent plein de problèmes. Après, il y a des phénomènes qui montrent aussi la force d'une communication positive qu'on peut voir apparaître sur TikTok. Il y a des trends qui, pour moi, sont des trends qui sont absolument pas anecdotiques. Quand on voit l'intégralité du monde se passionner par cette pratique, vous l'avez tous vu à la proue d'un bateau, Jacques Palour
par un gamin Ryan, qui est absolument fantastique par son charisme, mais aussi par sa capacité à déclencher une forme de partage et de commun sur tous les réseaux, sur TikTok, dans les paddocks de Formule 1, à l'arrivée d'un Grand Prix de moto GP, dans tous les stades du monde. On voit la force de la création de quelque chose de simple, de positif, qui est en même temps porteur d'une tradition millénaire. En Indonésie, on voit comment les choses peuvent se passer. Donc, moi, les outils et les instruments qu'on a en main, je les rejette absolument pas. Y compris quand c'est des instruments qu'il faut qu'on régule pour réaffirmer nos valeurs et pour réaffirmer notre puissance et pour réaffirmer notre souveraineté numérique, technologique et économique. Mais ces instruments-là, on peut en faire des choses assez fantastiques si on sait s'en servir dans la bonne direction, et notamment si on sait s'en servir dans une direction qui nous permet de recréer enfin du commun et d'arrêter de créer entre nous la division. Et comment on régule alors, Thibaut Brutin, vous avez réfléchi? Oui, alors je crois qu'il est important, comme je disais, de rétablir un équilibre qui soit favorable à l'information. Et moi, j'entends ce que dit Agathe, mais moi, il y a deux changements qui sont quasiment des changements anthropologiques sur lesquels il faut que nous réfléchissions collectivement. Le premier, c'est ce que j'appelle la chatification. Accéder à une information, c'est pas nécessairement poser une question. C'est aussi avoir accès à un récit composé, choisi, construit par des professionnels de l'information. Et c'est vrai que moi, je trouve ça hallucinant de voir à quel point, désormais, tout prend la forme d'une question. Même les articles de presse, de plus en plus, prennent la forme d'une réponse à une question. Étrange façon d'accéder à l'information. Et la deuxième transformation, qui est une transformation profonde et qui est assise vraiment dans la profondeur des outils technologiques nouveaux, c'est ce qu'on appelle l'autoplay. C'est-à-dire que le fait que les vidéos se lancent toutes seules avec des sous-titrages, par exemple, vous n'avez même plus besoin de mettre le son maintenant, et les réseaux sociaux ont remplacé la télé dans ce rôle de flux continu, sauf qu'il est micro-targeté vers vous. Donc je pense qu'il y a quand même du travail à faire sur ces outils qui sont conçus pour une forme d'addiction et qui ne sont pas tout à fait favorables à l'information de qualité. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il faut remettre des garanties démocratiques dans l'espace digital. On a une loi Bichet par exemple qui régule l'accès aux kiosques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver tout et n'importe quoi dans un kiosque. Il y a un agrément qui a été mis en amont et il y a une loi démocratique qui a décidé de cela à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment fondamental de se dire que là, notre espace digital, c'est une forme d'espace public que nous avons délégué par accident plutôt à des plateformes technologiques et qu'il faut remettre du droit là-dedans, il faut remettre une forme de garantie. Et ça passe par, à notre sens, à Reporters Frontières, l'identification de sources d'informations fiables. On a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une compétition qui est défavorable, il y a une compétition inégale entre toutes sortes de contenus, genre des gens qui vous donnent leur opinion, des contenus commerciaux, de la pure propagande, et puis vous avez des médias d'information. Alors c'est pour ça que cette question de la labellisation, alors je trouve qu'il y a eu beaucoup de faux débats, même si c'était très amusant de pouvoir batailler sur les plateaux télé sur cette question-là. La labellisation, c'est pas une question de trier les bons médias des mauvais médias. La question, on fait un point. La question fondamentale de la labellisation. Voilà. Je fais une incise pour peut-être ceux qui n'ont pas suivi les débats, notamment la semaine dernière. Donc le fameux label type norme ISO qui validerait une information de qualité et un travail journalistique de qualité selon plus de 130 critères, s'appellerait donc, ce serait un label GTI, qui serait une norme. Voilà, exactement, c'est une norme qui existe depuis 2019, que le RSF promeut. Il y a 2400 médias dans 130 pays qui se sont astreints à répondre à ces questions, etc. Et je pense que c'est intéressant comme dynamique, mais ça va en complément aussi de l'agrément qui peut exister pour la presse en France ou avec les conventions TNT, enfin peu importe. Il faut qu'on arrive à redistinguer dans l'espace digital ceux qui font de l'information fiable. C'est le sens d'ailleurs du règlement européen sur la liberté des médias qui invite les médias à s'auto-identifier en leur disant choisissez des mécanismes de régulation ou d'autorégulation qui sont clairs et qui vous permettent de vous distinguer, parce que c'est pas juste quand vous êtes un média ukrainien, et moi j'en vois beaucoup, quand vous faites supprimer vos contenus sur YouTube. Les médias ukrainiens, ils font supprimer leur contenu par YouTube parce que quand ils filment la guerre, quand ils montrent les crimes, on leur dit c'est en contravention avec les conditions générales d'utilisation. Mais YouTube, je suis désolé, c'est le monde en général qui est en contravention avec les conditions générales d'utilisation. C'est pas aux journalistes de faire les frais d'une modération complètement aveugle. Donc il faut qu'on redonne un avantage comparatif à la presse. Elle souffre, son modèle économique est en plein effondrement, et je crois qu'il est
est vraiment important qu'on tienne bon là-dessus, parce que cette compétition, c'est une compétition déloyale, et il faut absolument que non seulement on ait une modération appropriée, une visibilité qui corresponde, et une rémunération. Le point à souscrire à ce label? Certainement pas, on le fera jamais. Non, je suis contre ces choses. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein. Enfin, chacun peut souscrire à ce qu'il veut, je m'en fiche complètement. La Il seule faut quand même question... remplir 130 critères. Ouais, en fait, ça m'intéresse pas du tout, parce que je pense que personne n'est apte à définir ce que c'est du bon et du mauvais journalisme. C'est le principe même de la liberté d'expression telle qu'elle a été conçue tout au long du 19e siècle en France dans les débats. Après, chacun est libre d'adhérer à ce qu'il veut, de signer ce qu'il veut, ça m'est égal. Du moment qu'on ne l'impose à personne. Pour une raison très très simple, je ne reconnais aucune légitimité à aucun comité d'experts d'aucune sorte. Je ne reconnais que deux autorités, celui de mes lecteurs et de mes lectrices d'une part, et celle de la justice d'autre part. Alors, les Le lecteurs reste- et les lectrices, est-ce suffisant? Parce que si notre on en label, croit c'est à notre une marque. fake news, La marque pas- Le Point est plus connue que JTI, pardon. Mais, Non, bien sûr. Là, on parlait de le fait de reconnaître ou pas une certaine autorité à ce qu'on lit. Oui, et on est jugé après sur ce qu'on fait, et c'est tant mieux. Et quand on dit une bêtise, on se fait massacrer par nos lecteurs, et tant mieux. Et c'est bien comme ça. Et puis la justice est là aussi derrière. Après, que des gens fassent des choses, fassent des labels, et que certains y adhèrent, enfin, grand bien leur fasse. Moi, j'ai pas de, chacun sa vie. Je veux pas qu'on me l'impose. Je veux surtout pas qu'on crée un levier économique derrière, parce que là, on arrive à quelque chose qui est proprement despotique, parce que si on met un chantage économique derrière l'attribution ou non d'un label, et après qui décide de quoi, etc., c'est toujours la grande question de Juvénal, un poète satirique romain du 1er siècle, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui disait qui gardera les gardiens, dans un contexte un peu différent d'ailleurs, je reconnais, parce que j'utilise beaucoup cette citation, mais c'est une vraie question, et je n'y reconnais aucune légitimité. Et par ailleurs, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Mais admettons, chacun vit sa vie. Pour moi, le vrai sujet, et là-dessus, Thibaut et moi, je pense qu'on est d'accord, c'est qu'il y a un vrai sujet de concurrence déloyale. Aujourd'hui, les moteurs d'IA générative utilisent... En fait, c'est de la violation de propriété intellectuelle. Or, la propriété intellectuelle est indissociable de l'histoire de la démocratie libérale. Il n'y a pas de Gutenberg, il n'y a pas la démocratie libérale, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas tout ça. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est l'abolition subreptice de la propriété intellectuelle avec des gens qui pillent les données. Google le fait déjà, parce que Google gagne de l'argent avec du contenu produit par d'autres. C'est-à-dire que quand je citais l'exemple de Boris Mabillard qui va user ses chaussures dans les tranchées en Ukraine, qui gagne de l'argent? C'est pas le point, c'est Google qui gagne de l'argent avec ça. Ils ont plateformisé tout le monde, etc. Du coup, vous avez un rôle d'ailleurs, concrètement. Vous avez un rôle, chaque euro mis dans une plateforme, ou chaque dollar mis dans une plateforme numérique américaine ou chinoise ne sert pas la démocratie. Vous servez la démocratie quand vous mettez de l'argent dans un média, même si vous n'en partagez pas l'opinion. On peut trouver dans des journaux de droite le point de vue de la CGT, et dans l'Humanité le point de vue du patronat. Bien sûr, c'est orienté, mais c'est un terrain commun quand même. Voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est de rétablir par les droits voisins, qui sont en fait des droits d'auteur, hein, et c'est un vrai sujet. Il y a quelque chose qui existe, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le CFC. Vous vous souvenez de ces lois sur le photocopiage, hein, Pardon ? Je me souviens, c'était le photocopillage, tue le livre. Sur le Absolument. Je vais vous donner une information particulière qui concerne Le Point. Je ne sais pas si je suis autorisé à le faire, mais je m'en fiche complètement. Le CFC, ça rapporte à peu près 300 000 € par an au Point. Donc c'est des droits, hein, c'est de la gestion collective de droits. Google, par l'intermédiaire des droits voisins, la même chose, 300 000 balles. À votre avis, entre la photocopieuse et Google, c'est quoi est-ce qu'il y a une différence d'intensité d'usage ? Peut-être un peu légère, et pourtant ça fait la même chose. Et on voit bien que de ce point de vue-là, il y a un pillage de la valeur intellectuelle du travail qu'on produit, que par ailleurs, ils viennent chercher la publicité et ils la prennent derrière. L'enjeu numéro 1, il est là, ne serait-ce que pour revenir sur la présence sur les réseaux sociaux, il faut que les médias sérieux soient riches. Plus ils sont riches, plus ils auront la capacité aussi d'être présents sur les réseaux sociaux. La réponse, elle n'est jamais à la régulation. D'autant que je me méfie toujours, ça c'est toujours un exemple que je raconte, hein. Certains d'entre vous le savent peut-être ici, mais en 1970, Harakiri, qui est l'ancêtre de Charlie Hebdo, a été censuré. Et vous savez sur le fondement de quelle loi il a été censuré ? Sur le fondement d'une loi de protection de l'enfance.
Et donc en réalité, il a été interdit à la vente libre aux mineurs et il a été interdit de publicité pour cette raison-là. Et évidemment, on est tous d'accord avec les lois de protection de l'enfance. Et moi, je ne nie pas à Thibault, à RSF, à tous ces labels, une bonne intention. Je dis simplement, attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et quand on crée des outils, il se trouve toujours quelqu'un pour essayer de le détourner. Et donc, faisons très attention à ça. En revanche, rétablissons un équilibre économique. Agathe Cagé, puis Thibault Breton. Je trouve que ce qui est intéressant sur ce label qui existe, c'est d'essayer de réfléchir en analogie avec ce qui existe en termes de label par rapport aux engagements sociaux, éthiques, environnementaux que les entreprises peuvent prendre. Avec deux solutions possibles, soit on crée un label unique. La problématique majeure ne vient pas du label, mais vient du fait que, au regard de la polarisation de notre société et globalement du monde, le label unique devient immédiatement la cible. Et donc, en réalité, le fait même de son unicité le fragilise totalement. Mais si vous multipliez les labels, dans ce cas-là, alors que vous vouliez proposer aux citoyens, de la même manière que vous vouliez proposer aux consommateurs, un éclaircissement pour lui permettre d'identifier l'information de qualité, vous pouvez le mettre dans une jungle au sein de laquelle il a l'impression de plus comprendre et de plus s'en sortir. Ça, c'est si on fait le choix de la multiplicité des labels. Je continue l'analogie. Il y avait un chiffre qui était extrêmement intéressant à mon sens dans l'index en 2022. Sustainability Sector dans l'index de Kantar Sustainability Sector en 2022. Il y avait exactement le même pourcentage de personnes, 58%, qui déclaraient que les certifications leur permettaient d'avoir un regard sur les produits, qui leur permettaient de choisir le bon produit, et 58% des personnes qui déclaraient être en incapacité de distinguer ce qui étaient des produits avec de véritables engagements éthiques, sociaux, environnementaux et des produits sans véritable engagement éthique, sociaux, environnementaux. Donc on est dans une réalité dans laquelle le label finalement va surtout aider ceux qui sont déjà convaincus par le label et ne nous permettent pas d'entraîner réellement les autres. Or, je pense qu'on a une problématique de réentraîner vers la qualité de l'information, pas seulement les convaincus, mais l'ensemble des citoyens. Après, il y a un troisième point qui, moi, m'interroge, mais là, ça appartient à chaque grand média d'établir son rapport à ce label, c'est que la fonction première du label, c'est une fonction de réassurance par rapport aux engagements pris. Ce qui, pour moi, est la définition même d'une des fonctionnalités les plus fortes hier, aujourd'hui et demain des marques, la capacité à rassurer. En adoptant ce label, s'il devient puissant, label unique qui deviendrait puissant, j'ai peur que les médias d'information, les grands médias, affaiblissent leur propre marque. Et si demain, parce que la réassurance viendra du label et viendra plus de ce que propose la marque dans ce qu'elle est, dans sa stratégie éditoriale, dans la qualité qu'elle propose en tant que marque. Et si demain, malheureusement, il y a un des médias labellisés qui souffre d'un problème majeur de qualité d'information, il pourrait y avoir des répercussions fortes sur l'ensemble des autres médias labellisés. Bref, je pense que c'est un choix qui appartient à chaque journal, mais qu'on est face à une problématique extrêmement complexe, que ce label a ce mérite immense d'exister et de permettre de défendre des journalistes, mais que par son unicité, il se crée lui-même, il se positionne lui-même en fragilité du fait de la réalité de notre monde, de sa complexité, de sa polarité qu'on peut pas ignorer. La parole est à la défense. C'était presque une défense, hein. Non, j'ai bien vu. Défense. Non, moi j'entends, et c'est ça qui est assez marrant, honnêtement, dans le débat public dans lequel nous sommes, et je remercie le président de la République qui a mis les pieds dans le plat, et c'était assez difficile après de rebondir, parce que le débat était assez mal posé. Il a parlé de labellisation, et il est le chef de l'État. Donc forcément, Et de ça... quoi Le problème, c'est qu'il a dit « on ». Voilà. Oui, voilà. Il a dit on, labellisation. Alors qu'il ne s'agit pas du tout que ce soit le chef de l'État qui décide donc, ou pas de l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'entends, en attendant, l'enfer, on y va. Alors, est-ce qu'on y va ensemble, joyeusement, et qu'on se dit que la solution, c'est de s'en tenir à une loi de 1880 qui a quand même son petit âge, une loi de 1986 qui a aussi son petit âge. Moi, je pense qu'il faut une loi nouvelle qui nous garantisse dans l'espace digital des choses importantes. Donc, la labellisation, nous, on considère que c'est une mauvaise façon de regarder le problème. Le problème, c'est comment on redonne un avantage comparatif aux médias et comment on change le système, en fait. Comment est-ce qu'on recrée une économie des médias qui est favorable. Moi, je suis un citoyen qui ne croit pas trop, pour être honnête, dans les étiquettes qu'on colle sur les objets et les produits. Je pense que le fait que nos concitoyens aient accès à une petite étiquette qui leur dit « ceci est un média fiable »,
paraît qu'il y a une demande, et les sondages le montrent, mais j'avoue que moi, ça me paraît pas l'avantage principal d'une certification des médias. L'avantage principal, c'est de pouvoir faire accepter aux algorithmes un facteur intégrité de l'information qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Quand vous demandez à Google quel est le seuil pour accéder à Google News, ils vous disent c'est la réputation. Moi, je sais pas ce que c'est la réputation. Quand vous demandez à Google pourquoi tel ou tel média est référencé, ils disent c'est le nombre de liens extérieurs cliquables, etc. Il n'y a pas du tout de facteur intégrité aujourd'hui. Ça permettrait plus de transparence en fait dans le facteur d'intégrité de la manière dont seraient classés les médias d'information sur Google. Créons un facteur intégrité. Et il ne s'agit pas d'imposer. Moi, ça me fait vraiment le pouvoir qu'on nous donne, me donne le vertige. C'est-à-dire que là, on fait comme si ce média allait effacer les autres médias. Pour l'instant, on est plutôt en train de ramer à contre-courant. Donc rassurez-vous, on n'en est pas là. Et peut-être pour terminer, vous dire que ce qui est intéressant, c'est que ce débat est un débat que toutes les industries ont eu sur la certification. Il y a des normes ISO dans tous les secteurs. Quand on a lancé ce projet avec l'agence France Presse et l'Eurovision en 2018, on a été surpris de découvrir qu'il n'existait pas de processus de certification de la production d'informations dans le monde, et donc on a été très surpris, mais ça marche dans tous les autres secteurs. On n'a pas ce débat dans les autres pays du monde. On travaille dans 180 pays du monde, il y a 130 pays, je vous disais à peu près, où il y a la norme qui se déploie. Ça ne pose pas de débat. En France, on est dans une situation assez délicate, où à la fois l'autorégulation est très difficile dans la presse. C'est un des rares pays où il n'y a pas de conseil de presse, c'est un des rares pays où il n'y a pas d'accord déontologique entre le patronat et les journalistes sur ce qui constitue le socle éthique principal. On voit aussi les limitations de la régulation. Et je crois que voilà, il y a assez peu d'accord sur le travail parfois des commissions paritaires, ou voilà, l'organisation que je dirige peut considérer parfois que l'Arcom est un régulateur qui se concentre sur des incidents à l'antenne alors qu'il devrait se concentrer sur les trajectoires. Donc ni autorégulation ni régulation ne semble pleinement satisfaisante. Il va quand même falloir trouver un front commun face à l'individualisme de la presse. Moi, je suis très frappé de voir à quel point la logique que Étienne incarne à certains égards, qui est nos lecteurs savent qui nous sommes, ça marche un temps, mais là, on est en train de rentrer dans un 21e siècle qui va être véritablement très très difficile, où on voit d'ailleurs des disparitions de marques de presse qui étaient historiques dans certains pays, des rachats par des forces économiques qui sont parfois très hostiles, qui font peu de cas de l'indépendance éditoriale. Donc voilà, moi je pense que ce label continuera, il n'y a pas de souci. Il y a quand même un petit problème aujourd'hui sur quelle est la solution pour renverser la vapeur. Il nous en faut une, je crois, avec urgence, parce que il en va de l'équilibre économique et surtout de l'accès de nos concitoyens à une information fiable. Étienne, rapidement, vous n'êtes pas d'accord pour un front commun ? Non. Je suis surtout. S'il vous plaît. Non, mais ça, après, c'est du business, le syndicat de la presse magazine, etc., c'est autre chose. Non, je suis pas d'accord avec cette loi de 1880. On entend souvent cette expression. Pardon, mais le débat, en fait, il a commencé en France. Il a été d'un niveau exceptionnellement intelligent. De 1890, c'est-à-dire du premier amendement américain jusqu'à 1881, il y a eu un débat parmi les libéraux, parmi les démocrates, sur le degré de liberté d'expression, où est-ce qu'on allait. Ce débat était d'une qualité exceptionnelle. Il faut lire les travaux de la commission présidée par Émile de Girardin, qui par ailleurs est le grand inventeur de la publicité dans la presse, et qui a présidé les travaux de la commission. C'était quand même autre chose que le débat politique aujourd'hui, et pardon, que ce que dit Macron sur le sujet, qui est quand même particulièrement approximatif. Et parce que manifestement, il n'y connaît rien, il est d'une inculture sur le sujet qui me sidère à chaque fois. Mais cette loi qui date de 1880, elle a un génie. Elle a un génie, c'est de dire, attention, il n'y a pas de régulation administrative a priori. Il n'y a la justice a posteriori, avec les droits de la défense que ça suppose. Ça change beaucoup de choses. Elle a une deuxième mérite, elle dit, il n'y a pas d'instruction. C'est une procédure purement accusatoire. C'est-à-dire qu'on ne met pas les doigts dans les processus, la manière de fabriquer l'information. Ce qui est le défaut parfois de certaines chartes, c'est de vouloir regarder sous le capot. Non. Foutez-nous la paix. Ne mettez pas vos doigts dans les sources, dans les regards, etc. Je pense ne te faut toucher ça qu'à ça que d'une main tremblante. C'est notre héritage. Ce sont nos droits. Les gens y ont pensé avant nous, et des gens probablement plus intelligents et plus cultivés que la classe politique. Attention avec cette hubris pour si savoir, le monde a commencé ce matin, les réseaux sociaux, tout ça, ça a changé. Moi, je vais vous dire une chose, la justice, c'est vachement bien. Et si on nous dit parfois la justice, elle peut pas y arriver toute seule sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. S'il faut rajouter 1 milliard, 2 milliards au budget de la justice, ça vaut combien la liberté d'expression? Moi, je dis, faisons attention à ce que nous avons construit et qui vaut extrêmement cher. Voilà.
Un dernier mot pour clore cette table ronde sur la question, rebondir sur la question du modèle économique. La captation des revenus publicitaires par les grandes plateformes fragilise les rédactions. Et alors, vous avez réfléchi à une piste, Thibaut Brutin, assez concrète qui concernerait la responsabilité démocratique des annonceurs. Expliquez-nous ça. Oui, aujourd'hui, on a une problématique qui a été évoquée déjà de façon abondante, qui est le fait qu'une grande partie de la valeur publicitaire est partie vers les plateformes technologiques. Et il y a aujourd'hui un besoin... 90%. 90%. Il y a vraiment un besoin de revenir, pour vous, les annonceurs, vers la presse d'information. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une association de marques qui est très forte. Les titres de presse, comme Le Point par exemple, c'est des marques qui sont des marques identifiées, qui sont chéries par leurs lecteurs, et malgré les difficultés, on voit que le lectorat est là, comme le disait Étienne. Donc je pense que c'est important de revenir là. Il y a aussi une qualité d'attention. Et je crois que le micro-targeting vous permettra peut-être d'obtenir du clic ici ou là au moment où on revient pour la 10e fois avec la même publicité devant une personne qui finalement va craquer et cliquer. Mais la qualité d'attention d'un lecteur ou d'un téléspectateur ou d'un auditeur, c'est quelque chose de très important qui permet un choix éclairé de la part de la personne qui va devenir le consommateur. Et puis enfin, je crois que c'est une responsabilité démocratique. C'est pour ça que nous, on est favorable à l'idée d'étendre la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, à cette question démocratique. En faisant le choix d'annoncer dans des médias d'information, vous contribuez à un débat public de qualité, et ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout votre budget publicitaire dans des titres d'information. Bon, Si, dit Étienne Jarnel. Le maximaliste à gauche dit oui, et au fond, je suis bien d'accord avec lui. Mais déjà, s'il pouvait y avoir une transparence sur la dépense publicitaire parmi les grandes sociétés, que ça fasse partie d'une extension de la RSE, oui. Et si ça peut permettre aussi de prendre des engagements volontaires à destination des médias d'information, oui. Et puis s'il faut aller se battre pour, je sais pas moi, aligner un avantage fiscal qui pourrait être comparable à celui du sponsoring pour les annonceurs qui vont dans le sens d'un financement par la publicité des médias d'information, nous on le fera. Et je pense que c'est très important que les annonceurs prennent leurs responsabilités démocratiques. Voilà. Agathe Cagé, après cette tirade d'engagement citoyen et démocratique. Non, je peux que suppoyer, je peux dire suppoyer. Plus soyez. La qualité de l'audience est quelque chose de majeur, c'est-à-dire regarder uniquement les niveaux d'audience sans regarder la qualité de l'audience, ça va absolument plus rien nous dire. C'est-à-dire que si j'ai une audience qui est une audience en colère, en recherche de bouc émissaire, qui a peur, qu'est-ce qu'elle va acheter demain ? Haineuse, avec la haine, peut-être qu'on peut cliquer et avec Apple Pay, je peux acheter en un clic, mais la qualité de l'achat, je le garantis pas. La mesure de l'audience seule, sans regarder la qualité de l'attention, mais surtout de l'état d'esprit de l'audience, ça me paraît véritablement quelque chose d'absolument majeur à travailler. Donc il y a remonter, bien sûr, le niveau d'audience. Autant qu'on peut sur les médias d'information qui font un grand travail, mais regardez aussi dans quel état d'esprit est l'audience. Et je voudrais quand même finir en rebondissant sur ce que dit Étienne. On a des grandes lois qui ont été faites par des grandes personnalités politiques. Je le dis aujourd'hui parce qu'on est le 9 décembre 2025, donc on est aux 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. Et ces grandes lois, il faut pas s'amuser à les refaire dans des climats de division extrême, de tension extrême, de polarisation de la société. On a des responsables politiques qui toucheraient à ces lois uniquement à des fins de division et de buzz, alors même qu'elles nous soudent profondément. Regardez aujourd'hui le Chili n'arrive pas à adopter une constitution. N'arrive pas à adopter une constitution alors qu'il y a une qualité du processus démocratique pour l'adoption de la constitution chilienne et des référendums qui ont été faits sans capacité à adopter ce texte constitutionnel. On croit véritablement en France qu'aujourd'hui, on a une classe politique et un niveau de débat public qui nous permettrait de refaire la loi de séparation des églises et des États de 1905, la loi sur la presse et la Constitution avec une adoption comme en 1958 à 80% de la population. Soyons conscients de là où on en est arrivé, rebondissons, reconstruisons un débat public et politique de qualité, et après on pourra retravailler des grands textes qui ont été faits avec solidité par des personnes qui les ont fait pour les inscrire dans le temps et pas dans un timing électoral qui court entre des élections municipales qui s'annoncent relativement médiocres et une élection présidentielle
que je ne qualifierai pas ici. Allez, mot de la fin, Étienne Vernel, et puis on donnera la parole à Nathalie Sonac. Rien, juste deux choses. Les plateformes, moi, je pense qu'il faut les démanteler. Le droit de la concurrence, ça existe. On ne supporte pas aujourd'hui, on ne supporterait pas d'avoir un média qui a une part de marché comparable à celle qu'a Google dans les moteurs de recherche. On ne supporterait pas ça. On ne supporterait pas d'avoir Meta qui a à la fois WhatsApp, Instagram, et qu'est-ce qu'ils ont d'autre, et Facebook. C'est insupportable. En plus, Google, de l'autre côté, ils ont Gmail, etc. C'est un vrai sujet. Je pense qu'à un moment, l'Europe doit se lever et dire ce qu'elle pense. John Sherman, qui est le père de l'antitrust américain, du Sherman Act en 1890, qui a amené 23 ans plus tard au démantèlement de la Standard Oil, John Sherman disait « Le monopole est incompatible avec notre forme de gouvernement, sous-entendu la démocratie. » Eh ben, on ne doit pas accepter cet oligopole des plateformes. Je suis désolé. C'est mon côté un petit peu révolutionnaire, mais on ne doit pas accepter ça. Merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde. Pour conclure cette séquence, j'appelle Nathalie Sonac, professeure à l'Université Paris Panthéon-Assas, spécialiste de l'économie des médias et présidente du conseil d'orientation du Clémy, justement chargée de l'éducation aux médias dans les écoles. Et ça, c'est un chapitre qu'on n'a pas eu le temps d'ouvrir, mais qui est aussi extrêmement important pour tous les sujets qu'on vient d'aborder. Nathalie, je vous laisse conclure ce débat riche et foisonnant. Merci Mercedes pour cette invitation. Merci pour ces échanges parfois. Alors, et ces échanges, on va commencer riches, parfois inquiétants, mais surtout éclairants. Alors, pour conclure, je voudrais revenir sur une idée simple et un cap clair qui vient de nous être donné. Nous ne pourrons inventer une prospérité nouvelle, ni économique, ni sociale, ni démocratique, si nous ne reprenons pas le contrôle de notre écosystème informationnel. Tant que celui-ci restera capturé, fragilisé et inégalitaire, nous n'y arriverons pas. Nous vivons dans un espace public qui est entièrement restructuré par les plateformes, dont les logiques ne sont ni culturelles, ni démocratiques, ni nationales. Leur puissance n'est plus un sujet technique, elle façonne directement nos représentations, nos comportements et nos votes. Alors, on l'a vu très récemment en Europe, en Roumanie, lors des dernières élections, une grande partie du débat public s'est déroulée sur TikTok. Dans un univers où les vidéos politiques virales ne peuvent être attribuées, elles ne peuvent pas être tracées, elles ne peuvent pas être contextualisées. En France aussi, une partie de la visibilité politique la plus massive n'est plus du tout produite par les médias. Elle n'est plus non plus produite par les partis, mais elle est produite par des contenus qui sont exactement calibrés pour l'algorithme, sans règle éditoriale, sans mise en perspective, sans contradiction, je dirais même sans contradictoire. Ce n'est plus la délibération démocratique qui organise l'espace public, c'est l'optimisation attentionnelle. Alors nous parlons ici d'acteurs qui sont globaux, qui captent plus de 70% de la publicité numérique, qui deviennent les premiers prescripteurs d'informations, notamment pour les jeunes, mais pas que, et qui décident seuls qui voient, seuls à quel moment et pour combien de temps. Alors dans ces conditions, aucune prospérité collective n'est finalement possible si l'infrastructure de notre espace public, qui appartient à ces acteurs, sans mission culturelle et sans mission démocratique, voilà pourquoi il me semble que la régulation est la condition de l'avenir. Alors les médias ne sont pas non plus les premiers. Alors les médias, sont les premiers producteurs de contenu, mais les derniers bénéficiaires de leur diffusion. Nous assistons totalement au vacillement de leur modèle économique, qui voit les acteurs du numérique siphonner leurs ressources publicitaires. La presse a perdu en 20 ans 70% de ses revenus. 3500, je dis bien 3500 titres de presse quotidienne régionale ont disparu aux États-Unis. Une vidéo manipulée, produite en quelques minutes par une IA, voire quelques secondes bientôt, peut devenir virale plus vite qu'un reportage qui a demandé des jours de travail. Et c'est ce contenu-là, celui qui est plus simple, plus clivant, plus émotionnel, qui gagne dans l'économie algorithmique. Or, de nombreuses études montrent et mettent en évidence que là où la presse locale recule, la connaissance des enjeux publics diminue
et avec elle la participation électorale. Donc moins de presse locale, moins de votes. Or, un pays qui laisse un système médiatique s'appauvrir perd sa capacité à produire du vrai, du débat et du commun. Ce n'est pas du tout la nostalgie d'un monde d'avant, c'est un enjeu de souveraineté culturelle, c'est un enjeu de souveraineté démocratique. Alors il faut redonner aux médias les moyens d'exercer leur mission, et cela passe par des règles économiques, par la transparence des systèmes de recommandation, par une redistribution plus juste de la valeur. Ça passe également clairement par la responsabilité des plateformes, et ça passe aussi, et ça a été très bien dit tout à l'heure, par la responsabilité des annonceurs dans leur politique d'achat d'espaces publicitaires. Ils ont suivi assez mécaniquement la logique du clic et de l'impression, au détriment parfois, pas dire souvent, de l'information elle-même. Et puis enfin, il y a la question des jeunes. C'est peut-être cette question-là qui est la plus déterminante. Aujourd'hui, 25% des 18-25 ans dans le monde s'informent prioritairement sur TikTok. Or, en aucun cas TikTok n'est un système d'information, c'est de la simple logique d'attention. Deux adolescents dans un même lycée peuvent vivre deux réalités totalement différentes, façonnées par des flux qui sont personnalisés. Les croyances, on le sait, on le voit, on le calcule, circulent plus vite que les faits, et l'opinion se construit sans même avoir accès à l'information. Alors l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique ne peut plus être aujourd'hui une option. Elle doit devenir une politique publique, au même titre que l'éducation civique ou l'histoire. Elle doit former au fonctionnement des algorithmes, à la hiérarchisation de l'information, à l'esprit critique, à la vérification. C'est la seule manière de rendre les citoyens moins vulnérables aux logiques d'influence, aux contenus toxiques ou aux récits simplificateurs. Si tout à l'heure on appelait à la responsabilité des annonceurs, je pense qu'il est temps de substituer la RSE à la R2E, donc à la RS2E, et le deuxième E pour l'éducation. Car derrière cette gouvernementalité algorithmique se cache une mécanique qui est triplement manipulatoire. D'abord, économique. Plus un contenu suscite de la haine, plus il génère de l'engagement, plus il rapporte du revenu publicitaire. La logique est également politique. On l'observe avec la multiplication des ingérences étrangères. La manipulation est également psychologique. Cette mécanique affecte l'intégrité mentale. Addiction, atteinte à l'estime de soi, altération du sommeil, j'en passe et des meilleurs. Ça a clairement été montré dans la commission enfants-écran. Mais évidemment, l'école ne peut pas tout. On a besoin d'un plan beaucoup plus ambitieux qui soit à la hauteur des engagements et qui embarque, et je dis bien qui embarque, tous les acteurs de la société civile. Finalement, c'est l'éducation aux médias, à l'éducation numérique, de la crèche à l'EHPAD. La communication peut devenir un levier de prospérité, mais à une condition: redevenir une architecture de confiance. La communication n'est pas qu'un outil d'image, c'est ce qui structure la confiance, l'accès au vrai, l'accès à la capacité d'une société à se projeter. Alors elle peut contribuer à une prospérité nouvelle si elle s'appuie sur un système médiatique qui est solide, qui est indépendant, qui est capable de produire du sens plutôt que du bruit. Elle peut contribuer à une prospérité nouvelle si la régulation limite les monopoles algorithmiques, si le système médiatique est solide, indépendant, si les citoyens savent décrypter et résister aux manipulations. C'est donc bien dans ce triptyque, régulation forte, médias solides, citoyens formés, que la communication redevient un levier d'émancipation et de cohésion. Finalement, un pays n'avance pas parce qu'on lui demande d'être positif. Un pays avance quand il comprend le monde dans lequel il vit, quand il dispose d'informations qui sont fiables, quand il maîtrise son destin numérique, quand il est outillé pour affronter les crises et les mutations. C'est cela, au fond, une prospérité digne de ce nom, une société capable de se parler, de se comprendre et de décider ensemble. Et pour cela, nous devons restaurer les conditions mêmes de la communication démocratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je retiens donc
Nouvelle punchline de la crèche à l'EHPAD pour une meilleure communication. On a donc un petit temps d'échange si vous le souhaitez. Il y a des micros qui vont être donnés dans la salle et que vous pouvez demander en levant la main pour poser des questions à nos invités si vous le souhaitez. Je vois pas bien. Oui, alors là, il y a une main levée ici. Madame veut bien un micro au 1, 2, 3e rang au milieu, s'il vous plaît. Vous pouvez bien sûr vous lever quand vous aurez le micro et donner votre nom et votre statut. Il y en a une là-bas. Merci. Je m'appelle Dominique Marchand, je travaille chez BETC, du groupe Havas. J'avais juste une question sur le journalisme Trust Initiative dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est un label, on va dire, entre guillemets, de qualité. Quand j'achète un poulet fermier, j'ai bien besoin de savoir s'il est vraiment fermier. Je comprends tout à fait toutes les questions que ça suscite. Par contre, je voulais donner comme exemple, il y a des choses qui sont aussi objectives que le poulet fermier. C'est par exemple des choses qui sont des faits. Par exemple, un patron peut-il ou non avoir une ingérence dans la ligne éditoriale de son média? Il y en a qui signent un pacte de non-ingérence, d'autres non. Ça peut effectivement faire partie des milliards de points qui seront gérés par ce journalisme Trust Initiative. Et donc, un label n'est pas forcément mauvais s'il repose sur des choses de ce genre-là. Un lecteur a le droit de savoir, avant de lire quelque chose, à quoi s'attendre, jusqu'où les informations qu'il a ont été dictées par des trucs personnels ou par le bien général. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et j'avais une deuxième question aussi, c'est sur le financement des médias qui est crucial. Il y a un des éléments de financement qui sont les pubs d'État. On l'a vu avec la Hongrie, pour déglinguer complètement un système de journalisme, on va commencer par retirer les pubs d'État aux journaux d'opposition. En général, ça les appauvrit tellement qu'on peut ensuite les vendre à des oligarques. Et on n'a plus besoin de tuer les journalistes pour totalement démanteler en très très peu de temps tout un système. Donc, par exemple, moi, je trouve que Thibault a d'excellentes idées, RSF a d'excellentes idées. Est-ce qu'il n'y aurait pas un débat public à avoir sur qu'est-ce qui se passe pour sécuriser ce genre de choses? Est-ce que l'État doit pas pouvoir donner ses publicités d'une manière objective à plein de médias, notamment des médias d'information et un peu moins d'opinion? Et qu'est-ce qu'on fait pour se prévaloir si plus tard il y a un gouvernement, on va dire extrêmement extrême, qui prend le dessus? Merci Voilà. beaucoup pour vos réflexions et vos questions également. Une seconde. La parole est à Étienne Je pense que vous évoquez une question qui est très importante, mais qui dépasse les pubs d'État. C'est la question des subventions. Moi, je suis pour l'extinction des subventions totales, des subventions à la presse, des subventions aux médias en général. Alors, le service public, c'est autre chose, c'est le principe même. Mais là, d'ailleurs, c'est pas énorme, hein, les subventions à la presse, c'est 300 millions d'euros, c'est à peu près rien, quoi. Et vous qui êtes dans le visuel public, pour ceux qui en sont, vous savez qu'en fait, c'est pas une très grosse somme. Mais il faut éteindre absolument tout ça. Et il faut toujours penser, quand on met en place des choses, des aides, des subventions, des instituts, des régulations ou autre chose, c'est qu'en feront les prochains qui arriveront au pouvoir. Et imaginez le pire. Et une fois qu'on a dit ça, moi, ça fait partie des engueulades que j'ai eues assez violentes avec Macron sur le sujet, où j'ai longtemps dit que j'étais pour le démantèlement de l'Arcom, pas la suppression, mais en tout cas là, on disait, mais qu'est-ce qui se passe si Marine Le Pen prend le pouvoir, c'est elle qui gagne l'élection demain, qu'est-ce qu'elle en fait? Qui elle nomme, qu'est-ce qu'elle en fait? Et il faut toujours avoir cette question-là en tête, et c'est valable pour les publicités d'État. Je pense que toute forme de subvention réelle ou déguisée, il faut faire très très attention. Tout ce qu'on met en place sera détourné. Et aujourd'hui, nous savons tous, ici dans la pièce, que en fait l'accident est possible. Nathalie Sonac, je voyais hausser les épaules. Alors, je suis vraiment absolument pas d'accord. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps du débat là. Alors, pas simplement parce que je suis une ancienne membre de l'Arcom, que je rappelle ici est une autorité publique indépendante, qui n'est pas la seule. Il n'y a pas un pays démocratique en Europe qui n'a pas une autorité de régulation et qui garantit la liberté de communication. On pourra y revenir évidemment. Mais peut-être juste sur le point des aides de l'État à la presse, je vois pas ce que ça changerait si le pire arrivait comme tu le disais et je le partage.
c'est pas plus un instrument de chantage qu'un autre. Si aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ça a été mis en place après-guerre avec les ordonnances de 44, on faisait référence tout à l'heure à la loi Bichet qui date du 2 avril 47, qui permettait justement que l'ensemble des titres, quels que soient en fait de droite, de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, des titres d'opinion, soient dans les kiosques et puissent être accessibles au plus grand nombre. Et il y a tout le monde, surtout dans les mêmes conditions. C'est autre chose sur la télévision. C'est ça l'objet en vrai. Et les aides de l'État à la presse, elles se font non pas sur des critères de à qui j'appartiens, mais elles se font sur des critères qui sont des critères économiques. Je bénéficie de moins 25% de ressources publicitaires, donc ça veut dire que je n'ai pas suffisamment d'argent pour vivre économiquement parlant, et de facto, je bénéficie des aides à distribution, au portage, au numérique. Et ça, c'est indépendant du propriétaire. C'est juste exactement tout l'objet, me semble-t-il, des aides de l'État à la presse. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Ce sont des critères qui sont établis comme ça. On pourra en discuter. Des critères qui sont établis comme ça. Et puis, il y a des aides directes et des aides indirectes. Et justement, la grande force de ce système, et peut-être que ça peut changer malheureusement dans l'année et demie, enfin de l'après-année et demie, donc en 2027, c'est que finalement, quel que soit, c'est ce qu'on a pu voir, les gouvernements qui étaient en place, de droite comme de gauche, personne, finalement, n'a empêché la distribution de ces aides. Et au final, de nombreux titres, je pense par exemple à l'Humanité, qui a vraiment une niche aujourd'hui de marché, ne pourrait évidemment pas exister, mais malheureusement c'est le vrai également pour La Croix, pour Libération. Il y a très peu de titres qui aujourd'hui de presse quotidienne nationale, voire de presse quotidienne régionale, qui sont viables économiquement parlant, et il est vrai que ces aides-là participent pour certains à plus d'un tiers, voire la moitié finalement de leur chiffre d'affaires, avec une responsabilité qui incombe également aux citoyens, c'est de ne pas être prêt à payer pour s'informer. 83% ou 84% des citoyens, de nous tous, ne payent pas pour s'informer. Et ça, c'est une crise majeure. Et si vous n'avez pas suffisamment de lecteurs, vous n'avez pas suffisamment de ressources publicitaires, et donc vous êtes mort économiquement parlant. Donc sans les aides de l'État, c'est un raz-de-marée pour l'ensemble de la presse. Gilles Finkelstein, vous vouliez ajouter un mot avant de prendre la prochaine question? Alors, pas sur les aides à la presse, sur lesquelles je ne connais à peu près rien. Mais la question des subventions de l'État, au-delà de la presse, au monde associatif, au monde syndical, au monde des fondations, et des modalités de leur distribution est un sujet démocratique. Dans une démocratie libérale, ce que j'évoquais tout à l'heure, le danger, c'est la démocratie libérale qui doit nous rassembler. Dans une démocratie libérale, l'État peut financer des actions avec lesquelles il est en désaccord, dans lesquelles le gouvernement est en désaccord. C'est un élément qui est très important. Alors, il y a un moyen de se prémunir contre ça, qui est de supprimer, alors ce que disait Étienne pour les aides d'État, il y a une autre manière de le faire, qui est de définir des règles de distribution. Par exemple, pour les partis politiques. Il y avait jusqu'à il y a 30 ans, il n'y avait pas de financement public des partis politiques. Il y a maintenant un financement public et il y a des critères qui sont définis, qui dépendent notamment du résultat aux élections et dans lesquels l'enveloppe qui est allouée est distribuée en fonction du poids de chacun des partis politiques. Ce n'est pas le cas pour le monde associatif qui est déjà en grande difficulté. Ce n'est pas le cas pour un sujet que je connais un peu, qui est celui des fondations politiques. Pendant 20 ans, j'ai dirigé cette fondation, la Fondation Jaurès, en Allemagne. Vous avez des fondations politiques qui sont beaucoup, beaucoup plus puissantes et dans lesquelles il y a des critères de distribution du financement public. Le financement public, notre équivalent en Allemagne, a un budget qui est 70 fois supérieur à celui de la Fondation Jean Jaurès. 70 fois supérieur. C'est-à-dire qu'ils ont un budget de 140 millions d'euros d'aide d'État par an, ce qui fait qu'ils font de la formation à la citoyenneté, qu'ils ont un moyen de soft power à l'international, et c'est vrai pour chacune des grandes familles politiques. Nous, notre budget est de donc 140 millions pour notre homologue, on est à 2 millions, 2 millions et demi dans les bonnes années. Or, ces 2 millions et demi dans lesquels c'est 1 million de financement public, il est fragilisé parce qu'il est totalement discrétionnaire. Et donc, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les associations, c'est vrai pour les syndicats. Si on part de cette idée que dans une démocratie libérale, l'État finance des actions avec lesquelles il peut être en désaccord, eh bien, il faut qu'il y ait des critères qui soient des critères objectifs. C'est un autre mode de régulation que la suppression. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Là-bas, il y a une main levée.
Monsieur à droite. Oui, merci. Bonjour. Guillaume Comminges, secrétaire fédéral presse édition publicité de Force ouvrière. Donc, je pense que je vais avoir une intervention un peu iconoclaste et provocatrice à dessein, surtout par rapport aux professionnels que vous êtes ici ou les organisations que vous représentez. Une petite réponse facile, hein, si jamais ça se passe mal aux prochaines présidentielles, la plupart d'entre vous vous conformerez au nouveau pouvoir pour continuer à faire de l'argent, tout simplement. C'est ce qui s'est passé en 1940. Juste petite pique, hein, c'est volontaire, je reviendrai dessus, mais pour vous le dire un peu plus intelligemment, mon organisation a fêté ses 130 ans, donc on a traversé 3 républiques, 2 guerres mondiales, un régime fasciste en 1940. Donc on connaît déjà en fait très très bien tous ces sujets-là, et c'est justement ma première remarque un peu provocatrice. On refait effectivement des vieux débats bien connus, et n'oubliez pas une chose fondamentale vis-à-vis du fascisme, c'est pas tant le fait d'imposer une réalité, une vérité unique, mais l'incapacité de discerner le vrai du faux. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et justement, en fait, on connaît déjà ce sur quoi ça aboutit. Et là, la question n'est pas tant technologique, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez ancien que la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une nouvelle technologie. Aujourd'hui, c'est le numérique, certes, mais on pourrait parler de l'atome, on peut faire des bombes nucléaires, on peut faire de l'énergie facilement. Et il y a un très bel exemple aussi vis-à-vis du passé sur la question des plateformes et du monopole, donc les compagnies des Indes orientales durant la Renaissance, où justement on a créé comme ça des monopoles capitalistiques, on pourrait dire, hein, aujourd'hui, c'était pas le mot à l'époque, mais qui avaient une puissance comparable aux États, à un moment qui battaient monnaie, qui avaient leur propre armée, et qui étaient devenus tellement puissants qu'effectivement il a fallu les démanteler. Ça a pris du temps, ça a été difficile, mais en 20 ans elles ont disparu, autant pour la France que pour le Royaume-Uni. Et donc c'est bien ça le sujet, effectivement oui, les GAFAM. Par rapport à ça, sur le plan économique, on avait déjà répondu à cette question en 1946 et du coup, ça fait partie du bloc de constitutionnalité en France. Les monopoles naturels qui doivent devenir la propriété collective, justement, pour éviter qu'elles soient accaparées par les intérêts de quelques-uns dont le but est de faire de l'argent. C'est pour ça que je me permets la deuxième critique iconoclaste sur l'aspect économique, justement, et c'est effectivement ce débat dans lequel on doit revenir 1881. Pourquoi on y revient? Pourquoi la publicité comme moteur de financement premier? Puisque la publicité sert avant tout un système consumériste dont on l'a dit à un moment. Quel est le plus gros problème qu'on a devant nous à 20 ans? Le changement climatique, le consumérisme. Donc il y a quelque chose à réfléchir effectivement sur la question du financement commun, d'un intérêt collectif à avoir une presse avant tout libre pour ensuite aussi avoir une communication libre, y compris économiquement, et donc ensuite pouvoir faire fructifier quelque chose. Mais sans une base collective commune, solide, partagée, démocratique, et c'est là où aussi il y a un sujet donc de la régulation. Attention effectivement à la régulation, la normalisation internationale, on a bien raison de s'y opposer, puisque c'est aussi le risque dont on parlait de l'homogénéisation. Tout le monde respecte les mêmes règles et il n'y a plus de différence, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de démocratie, effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Dernière Est-ce que petite vous avez remarque, une je question me du permets. coup, pour nos... Non, c'est des remarques, justement, une dernière remarque sur la question de la déontologie professionnelle. Elle est fondamentale et à construire, justement. Et on n'a pas parlé de la charte de Munich pour les journalistes et c'est un peu dommage. La charte de Munich. Oui. Sur la question de la déontologie, de la représentation des journalistes aussi, ça c'était vraiment une dimension très intéressante et pourtant elle n'a pas été citée celle-ci, mais je pense que ça On ne a manquera encore pas plein de tables réagir rondes toute la journée. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir? Merci encore. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on passe à la prochaine table ronde, qui s'avère être bien riche aussi? Alors, je vous retrouve dans 5 minutes, le temps juste que ceux qui souhaitent entrer dans la salle pour cette prochaine table ronde aient le temps, et on lancera cette deuxième table ronde sur la communication et l'intrusion. Merci à vous, à tout de suite.